Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Toutes les influences que vous découvrez dans les coulisses des réseaux sociaux. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour Jean-Marie, bonjour. Bonjour à vous Juliette. Bonjour Jean-Marie. Au programme ce samedi, Guillaume. Alors on va voyager un peu cette semaine. On va parler de la grande muraille électronique que la Chine a érigée. Et on va en parler avec un spécialiste des réseaux sociaux en Chine, le professeur Emmanuel Linco. On va parler de la cathosphère, de la présence de l'église catholique romaine sur les réseaux. Et alors que les réseaux sont pleins de chats, de chiens, de cochons, de poulets, d'animaux de toutes espèces qui font le buzz, nous allons aussi parler des antispécistes avec le journaliste et l'essayiste Paul Sugy qui a consacré un livre passionnant à cette question. Et pour commencer, nous allons commencer par les buzz de la semaine. On va commencer par commencer. Ça, il faut commencer un moment. Allez, attaquons tout de suite de pied ferme. Les buzz de la semaine, c'est avec Juliette. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Alors Juliette, je crois qu'il y a une drôle de féministe qui affole la toile. Oui, j'aimerais vous présenter un curieux personnage, Guillaume. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, justement. Elle est comédienne, auteure, dramaturge, metteur en scène, youtubeuse et professeure de théâtre. Mais surtout, elle est féministe et antispéciste. C'est Tiffen Day. Est-ce que vous la connaissez, Guillaume ? Non, mais je sens que je vais pas tarder à faire sa connaissance. Eh bien, en 2018, elle avait gagné le prix Gisèle Halimi dans le cadre du concours d'éloquence organisé par la Fondation de la Femme. Le prix lui avait été remis par Christiane Taubira en personne. Ah oui, la double peine en quelque sorte. Non, je plaisante. Alors, chaque année, la Fondation des femmes organise un concours d'éloquence pour dénoncer le sexisme par le verbe. Depuis 2017, ce sont 8 candidates venues de tous les horizons qui occupent chacun leur tour le devant de la scène pour délivrer un discours de 8 minutes devant un public nombreux et un jury prestigieux. Son discours portait sur l'écart entre l'image idéalisée des princes charmants dans les contes de fées et les réalités des dangers encourus par les femmes dans les couples, les violences sexuelles, conjugales et les féminicides. Hâte d'entendre un extrait. C'est possible, Juliette ? Mais vos désirs sont des ordres, mon cher Guillaume. Formidable. Alors vous l'aurez comprise, ces contes de fées misogynes qui forment, qu'on le veuille ou non, notre socle d'imaginaire commun, en tout cas dans toutes les contrées du globe annexées par l'empire colonial Disney. Eh bien, ça me chiffonne, et comme vous le savez, le torchon brûle et les chiffons aussi. Parce que nous disent ces contes ? Ils nous racontent que lorsqu'on est une fille et qu'on est choisi par un prince, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, eh bien, ces contes qui nous bercent d'enfance et d'illusions nous racontent qu'alors, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc les princes charmants sont dans le viseur de Madame D, bien déterminée à dévoiler le vrai visage des hommes. Elle y a mis beaucoup de passion, 8 minutes de discours en transe avec des petits morceaux de chant pour moquer la rengaine de Blanche-Neige. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Vous avez reconnu ou pas la reprise du texte ? Parce que c'est le texte d'un air célèbre féministe sur l'air de Blanche-Neige. Effectivement. Ça voilà. réveille. Maintenant que vous avez cerné le personnage, j'ai une très très bonne nouvelle. Moi, j'ai envie de faire la vaisselle avec debout. J'ai une très bonne nouvelle pour vous et pour vos enfants, Guillaume et Jean-Marie. Un extrait de ce discours va figurer dans un manuel scolaire de français pour nos collégiens. Non. Et oui, Tiffen l'a annoncé toute fière sur ses réseaux. Enfin de la prévention féministe des violences masculines dans l'éducation. Merci Sandrine Fournier des éditions de La Grave de faire apparaître un extrait de mon discours d'éloquence sur les féminicides et une photo dans une manuelle scolaire. Dans une manuelle ? Et oui, parce que si vous ne l'aviez pas décelé dans les extraits précédents, Tiffen n'utilise pas seulement l'écriture inclusive prohibée par l'Académie française et le gouvernement, elle parle et prône également le langage féminisé. Le langage féminisé. Mais c'est quoi ça ? C'est un peu... Moi, ça me fait penser au mamanet. Vous savez, la langue que les mamans utilisent pour les bébés à base d'onomatopée. Attention, Guillaume, vous dérapez à nouveau. Il est temps, je le sens, de rééduquer votre langage. Alors laissez-moi vous aider. Par exemple, si vous voulez parler couramment le français, la française féminisée, il faut prendre garde à faire prévaloir le féminin sur le masculin et le neutre. Ça donne quoi ? Eh bien, on ne doit plus dire « il fait beau », mais « elle fait beau »,« elle neige »,« oh, c'est belle la neige ». Et d'ailleurs, une vidéo devient aussi une vidéa. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de féminiser. Elle est gaga, la dame dans la vidéo. Ah, mais stop, Guillaume, avec vos attaques machistes. Pour vous faire plaisir, Guillaume, on va se réécouter un petit extrait de ce nouveau sabir. Vous êtes prêts ? Pareil. Prête.
puisqu'elle y a souvent, et encore aujourd'hui, des questions et de compréhensibles étourderies à propos de mon non, j'y réponds. Étant moi-même fâchée avec l'orthographe et in fine avec toutes les règles non menstruelles, donc illégitimes, elles, en particulier celles dictées par l'Académie misogyne, croyez bien que j'ai une grande compréhension et même aussi une sympathie quant aux approximations qu'on peut faire à leur alphabétisation. Elle était une fois une femme engagée qui allait expliquer à vos enfants que les princes charmants sont des misogynes, violents et dangereux. Et plus particulièrement les vilains hommes blancs, même s'ils sont de gauche. Est-ce que toi aussi, quand t'apprends qu'Arnaud Montebourg est candidat à la présidentielle, tu te dis « Quoi ? Un homme blanc qui veut du pouvoir ? Trop étonné !» Voilà, on ne peut qu'imaginer qu'avec de tels modèles, le niveau de nos collégiens va enfin se voir relever, Guillaume. Ce qui est vraiment étonnant. Il y a une forme de créativité, on peut le dire quand même. On peut tout dire, mais on peut dire que quand même cette femme est une formidable actrice et qu'elle est bourrée de talent et d'imagination, d'une imagination. Voilà, de la talent. Ce qui est étonnant, en fait, c'est plutôt que elle semble combattre le machisme, et elle n'est pas la seule, par les temps qui courent, à coups de bécherel et de dictionnaire. Et je pense qu'elle tombe un peu dans ce qu'elle dénonce. Parce qu'elle dénonce quoi, en fait? Les clichés qui font des femmes des sossottes, des bécasses, qui attendent le prince charmant, etc. Et elles ont parfaitement raison de dénoncer ces clichés. Mais on leur vend dans l'idée qu'en féminisant les pronoms, on va obtenir l'égalité. Je crois que là, on prend vraiment les femmes pour des sossottes. Vous savez, Juliette, étant un homme, Jean-Marie aussi, c'est-à-dire des êtres un peu frustres, somme toute. Je crois bêtement que la femme n'est pas du tout moralement supérieure à l'homme. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a des hommes qui sont tués par leur compagne, dans une bien moindre quantité, bien sûr, proportion, et pour deux raisons très simples. Il faut revenir à la base, parce que nous sommes des hommes, donc des gens très très basiques. Premièrement, parce que la présence de quantité d'hormones agressives chez le mâle et chez la femelle, la plupart des mammifères ne sont pas les mêmes. Et deuxièmement, pour une raison très bête qu'on oublie, c'est que la masse musculaire des hommes, elle est plus importante que celle des femmes. Autrement dit, les féministes ont raison de se battre contre l'éternelle et l'ignoble tentation du mâle d'abuser de sa force sur le sexe dit faible. Mais c'est sidérant d'imaginer que cette cause sera gagnée le jour où on parlera tous tout le charabia, la charabia inclusive, inventé sur les campus américains. Bon, en tout cas, les Chinois ont l'air de s'en battre les flancs de cette histoire de vocabulaire. Et je ne sais pas s'ils croient que les réseaux sociaux ont un sexe, mais ils ont l'air bien convaincus, eux, les Chinois, que les réseaux sociaux ont une nationalité. Alors, on va en parler juste après. La grande muraille électronique que la Chine érige pour protéger les réseaux sociaux made in USA. Pourquoi les réseaux sociaux et LinkedIn sont éjectés de Chine? On vous répond avec Emmanuel Linco, un spécialiste des réseaux dans l'Empire du Milieu. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Guillaume Bigot, Juliette Briens, Politique sous influence. On est ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi, comme tous les samedis sur Sud Radio avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Tout de suite, direction la Chine, Guillaume. On atterrit en Chine tout de suite. Les réseaux sociaux occidentaux n'ont pas l'air d'être en odeur de sainteté en Chine. On va en parler avec notre invité, le professeur Emmanuel Linco, qui est un spécialiste des arts et de la politique en Chine et aussi des réseaux sociaux. Et avant cela, Juliette, vénérable Juliette, expliquez-nous ce qui se passe en Chine avec les réseaux sociaux et pourquoi LinkedIn vient de se faire éjecter. Eh oui, LinkedIn pour les Chinois, c'est terminé. Microsoft a annoncé le jeudi 14 octobre et débranché sa plateforme centrée sur l'emploi. Le seul grand réseau social occidental encore présent en Chine va plier bagage. L'entreprise américaine a expliqué dans un communiqué faire face à un environnement nettement plus difficile qu'ailleurs et à des exigences de conformité plus importantes en Chine. Déjà en mars dernier, Pékin avait sermonné les dirigeants de ce réseau pour ne pas avoir suffisamment contrôlé le contenu politique circulant sur leur plateforme. La version chinoise de LinkedIn, utilisée par 50 millions de personnes dans ce pays, va donc être remplacée par une application qui ne permettra plus de poster des messages ou de commenter. Autrement dit, tous les aspects sociaux de l'application seront gommés. Il restera que les CV, quoi. Il ne restera que les CV, le recensement strict des offres d'emploi. Au cœur du problème, les pressions croissantes du régime communiste pour censurer les publications d'inscrits dans le pays qui se retrouvent désormais coupés du monde. Trop dangereux pour un régime qui efface toute critique du pouvoir et se méfie de
de l'influence étrangère. Il faut savoir que les grands réseaux occidentaux comme Facebook et Twitter sont bloqués dans le pays depuis une décennie. Des Chinois se reportent sur des sites et des applications locales comme Weibo, semblable à Twitter, ou encore Baidu, qui est le moteur de recherche dominant du pays. Avoir mis à l'écart les géants américains a permis à la Chine de voir éclore ses propres champions de la tech comme Tencent ou Alibaba. Mais il faut aussi citer TikTok. C'est chinois, TikTok. Il faut le rappeler. Tout à fait. Et ByteDance, la maison mère de TikTok, a annoncé le samedi 18 septembre que la version chinoise de la célèbre application, baptisée Douyin, ne serait désormais plus accessible aux utilisateurs de moins de 14 ans, au-delà de 40 minutes par jour, ainsi qu'entre 22h et 6h du matin. Alors les Chinois, ils mettent des coups de règle électroniques. Ça file droit. Douyin, donc, bascule désormais automatiquement les moins de 14 ans en mode jeunesse, une version alternative du réseau social, où sont notamment diffusées des vidéos consacrées aux arts, à l'histoire et à la science. En juin dernier, la Chine a révisé sa loi de protection des mineurs en exigeant des réseaux sociaux et des outils une limitation de la consommation. Ce texte de loi spécifie que la société, les écoles et les familles doivent mener une éducation idéale, l'État encourageant la création et la diffusion des contenus en ligne propices à une croissance saine des mineurs. Il fixe également l'objectif d'empêcher les mineurs de devenir dépendants des réseaux. Et le 3 août, l'État chinois est allé encore plus loin en interdisant aux mineurs l'usage des jeux vidéo en ligne pendant la semaine, limitant la consommation hebdomadaire à 3 heures. Donc c'est un peu le cauchemar des ados, la Chine, mais le paradis des parents. Et pour terminer, 5 mois plus tôt, le numéro 1 mondial du jeu vidéo en ligne, donc le chinois Tencent, avait pourtant tenté de résoudre le problème de surconsommation pointé par les autorités, imposant un verrou numérique sur certains jeux pour les moins de 13 ans. Mais l'initiative n'a été probablement trop timide, puisqu'elle n'a pas dissuader l'État donc de légiférer. Alors, on va en parler avec le professeur Emmanuel Linco. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue sur Politique sous influence. Merci bien. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la Chine, et particulièrement au rapport entre art et pouvoir dans l'espace chinois. Et j'ai lu ça au soft power et au sharp power. Alors, le soft power, je crois que nos auditeurs savent ce que c'est. Je sais en tout cas ce que c'est. C'est-à-dire, c'est l'influence. C'est comment un pays, culturellement, peut influencer les autres. Et le sharp power, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce sharp power en Chine, notamment? C'est une façon de distinguer en fait ce que font les démocraties et ce que font les dictatures. En d'autres termes, dans les démocraties, les initiatives culturelles, notamment à destination de l'étranger, émanent souvent de la société civile. Côté chinois, cela émane toujours de l'État et du parti, et il en va de même évidemment pour la Russie. Donc c'est une grande différence, si vous voulez, c'est une façon de créer précisément une distinction dans le choix justement d'une expression qui a fait florès après la fin de la guerre froide, après 1991, mais qui était confondante parce que finalement on ne voyait pas très bien la différence entre le soft et le sharp. Tout sharp en américain signifie tout ce qui est abrasif, intrusif, et précisément c'est la caractéristique première d'une propagande et de la propagande chinoise. Oui, donc la différence entre le soft et le sharp, c'est aussi que le soft s'adresse à l'extérieur et tente de le séduire, et le sharp tente de cadrer à l'intérieur, c'est ça ? Aussi, oui, on essaye de sanctuariser justement un territoire, et comme le disait Juliette à l'instant, c'est une façon évidemment de bloquer toute forme, je cite, de contagion spirituelle ou de pollution spirituelle. Entendez les droits de l'homme, la démocratie, tout ce qui vient de l'extérieur. Une vraie pollution. Ouais, la religion prononcez pas ces gros mots là, c'est effrayant. Non, blague à part, c'est un sujet très sérieux. Ce sont ceux employés par le parti. Oui, je sais bien. Je sais bien, il ne faut pas ironiser sur ces thèmes. Il y a quand même plus d'1 milliard de nos frères humains qui sont en Chine et qui ont maille à partir avec un pouvoir qui a ses qualités, mais qui a aussi cette volonté de les contrôler. D'abord, peut-être revenons à des faits très simples. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure qu'il est, en 2021, en octobre 2021, il est impossible de se connecter aux réseaux sociaux en Chine continentale ? Vous pouvez toujours contourner la censure par des VPN. Notamment, et ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une traçabilité évidemment des individus. Et ce que soulignait Juliette est important en effet, parce que
La crainte, en fait, du pouvoir, c'est une interconnexion entre des gens de profils sociologiques très différents, y compris des gens de l'extérieur, qui pourraient introduire à l'intérieur des formes de pollution spirituelle, j'insiste bien, et notamment en provenance de Taïwan. Parce qu'à Taïwan, depuis 2017, vous avez un mouvement qui s'appelle la Milk Tea Alliance. Donc, c'est l'alliance du thé au lait, sans doute en référence à la démocratie anglaise, à ses usages, etc., etc., qui s'est développé dans toute l'Asie du Sud-Est, donc de Taïwan en passant par Hong Kong, qui est évidemment très censuré depuis lors, mais aussi jusqu'à la Thaïlande et qui conteste toute forme de régime autoritaire. Donc en fait, on peut imaginer la phobie de Xi Jinping que de voir se connecter à un moment donné des gens de l'intérieur et de l'extérieur qui forcément contesteraient le parti. Donc je confirme, il y a une sanctuarisation, une sorte de grande muraille informatique, hein, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui fait obstruction par rapport à des informations venues de l'extérieur. Donc on comprend bien que les réseaux sociaux à la chinoise, ce qui cloche, c'est le côté social, c'est-à-dire c'est le côté horizontal, spontané et sans frontières finalement, entre les classes sociales, entre les pays, voire la capacité pour certains contestataires de se regrouper entre eux facilement, c'est ça qui cloche. C'est ça. Et le risque, c'est évidemment, et avec raison, des formes d'instrumentalisation politique qui viendraient de l'extérieur. Dans la confrontation à laquelle nous assistons depuis des mois entre la Chine et les États-Unis, il y a fort à parier en effet que la Milk Tea Alliance et les réseaux sociaux seraient utilisés évidemment contre le parti. Ça, c'est tout à fait évident. Donc c'est le risque. Et donc, il y a aussi une forme de paranoïa qui est inhérente au système communiste, qui fait que l'on se prémunit de toute forme de contamination extérieure. Mais il y a un peu, si j'ose dire, du yin et du yang dans cette affaire, parce que quand on a entendu Juliette tout à l'heure, on était un peu effaré par le côté l'utilisation des réseaux sociaux comme un instrument de contrôle social, et de l'autre côté, se dit que finalement, en reprenant en main les réseaux sociaux, les Chinois sont aussi en train de faire la démonstration, contrairement à ce qu'on prétend en Occident, que les fameux GAFAM sont bien contrôlables. Alors évidemment, le problème, c'est que l'État chinois n'est pas un État démocratique, mais s'il y avait un État démocratique, que l'État démocratique contrôle des opérateurs privés, ce serait pas si mal, non ? Oui et non. Alors évidemment, on ne peut pas trancher en quelques minutes. Disons qu'il y a évidemment des questions d'éthique et de déontologie. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le projet, notamment des nouvelles routes de la soie, décidé par le Parti communiste, s'adresse depuis maintenant des années aussi à l'étranger. Et par le biais de Huawei, ce sont aussi les nouvelles routes de la soie du numérique qui menacent évidemment le respect des libertés individuelles en Occident même, avec par ailleurs une spécificité du régime communiste chinois que d'avoir imposé à n'importe quel citoyen chinois un crédit social avec un quota de points, et si jamais vous n'êtes pas dans les clous, eh bien vous perdez vos points avec difficulté de les rattraper. Ça va très très loin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un nombre requis de points, par exemple, vous ne pourrez pas aller à l'hôpital, par exemple. Oui, là, il y a un côté glaçant. Hein. Ça a été évoqué par des séries sur Netflix d'anticipation, et c'est exactement ce qui se passe. C'est absolument glaçant. Oui, absolument. C'est très dangereux. Et ce que Juliette signalait à l'instant par ailleurs, c'est que ce côté intrusif du parti se manifeste aussi à l'intérieur des familles, et notamment vis-à-vis de l'éducation des enfants désormais. Alors on peut se féliciter que les enfants passent moins de temps, et les ados en particulier, sur leurs tablettes et sur les jeux vidéo, mais en définitive, la famille, on le sait bien, était le dernier rempart se protégeant dans son intimité par rapport aux immixtions du parti. Désormais, cela n'est plus le cas. Ça veut dire que... Oui, pardon, Juliette, je vous en prie. Je parie que là-bas, il n'y a pas de harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, quoi. Détrompez-vous, il y en a aussi. Écoutez. La connerie et la méchanceté sont universelles. Absolument, mais précisément, c'est ce genre de dérive qui justifie aussi les manières fortes du régime. Et on voit bien, effectivement, quand vous interrogez des gens en France même sur les choix politiques de la Chine, eh bien, ils applaudissent à deux mains en disant que oui, c'est la solution. Mais évidemment, ce n'est pas la solution. La véritable solution passerait par un équilibrage des pouvoirs, précisément. Or, dans une dictature, et ce qui caractérise une dictature, c'est non pas la séparation des pouvoirs, mais une confusion des pouvoirs.
On revient sur la question de la famille. Ça me paraît très intéressant pour connaître un tout petit peu de loin la culture chinoise. C'est vrai que la famille est quand même un barycentre très, 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 très important. C'est un socle. Et là, vous dites finalement qu'avec ce contrôle social, l'État, avec les réseaux sociaux, est en train un peu de se substituer à la famille. C'est une espèce, il y a un père, un grand-père, une espèce de figure comme ça tutélaire qui est l'État et qui va se substituer aux familles pour faire l'éducation. Oui, on revient finalement à des fondamentaux des années Mao. Et dans tous les régimes communistes staliniens, effectivement, vos parents biologiques avaient moins le droit de citer que le père de la nation, comprenez en l'occurrence Mao Tse-tung. Donc on y tend de plus en plus en Chine, on y revient effectivement. Et encore une fois, c'est pas la première fois que l'État parti s'immisce dans l'intimité des familles. Vous voyez par exemple le planning familial qui a été levé depuis quelques années, l'enfant unique. C'est une expérience unique au monde précisément dans sa coercition, dans sa brutalité même. Quand vous imaginez que des femmes enceintes de leur deuxième, voire leur troisième enfant étaient forcées au bout de 8 mois de grossesse d'avorter, ça fait évidemment froid dans le dos. Donc c'est pas la première fois en effet, et c'est ce même parti précisément qui, pour revenir à l'histoire démographique récente de la Chine, a incité récemment les familles chinoises de refaire des enfants. Mais là, on voit bien aussi la résistance passive de la majorité des Chinois, c'est-à-dire que les Chinois sont désormais ont fait la triste expérience de ces manipulations diverses, et donc il y a de plus en plus de la grogne au sein même de l'opinion. Mais si on se rappelle de la révolution culturelle, c'était exciter les adolescents contre leurs parents. Mais là, si l'État est plus répressif que les parents et leur interdit de faire des jeux vidéo, ça risque d'être assez contre-productif finalement. Ça peut rapprocher les jeunes de leur famille. Je pense notamment à des cultures comme celle des Ouïghours ou des minorités comme les catholiques. Là, ils risquent de faire bloc comme jamais, non ? Oui, c'est évident. On a vraiment l'impression parfois que Xi Jinping ne fait pas forcément le bon choix. Et en même temps, cela ne me surprend guère, sans faire de la psychologie de bazar. J'ai vraiment le sentiment que l'on a affaire à quelqu'un de plus en plus irrationnel. On le voit dans ses choix de politique étrangère notamment, on le voit aussi dans ses choix de politique intérieure. Et quand Xi Jinping décide de quelque chose, il faut le prendre au mot et vraiment au premier degré, comme n'importe quel dictateur précisément. Donc quelque part, il est dans son irrationalité, hélas, extrêmement prévisible. Mais ça sent un peu la peur aussi, parce qu'on a l'impression que c'est un énorme bloc extrêmement solide, extrêmement riche et puissant, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que les autorités perdent un peu les pédales, ont un peu peur de leur société ? Je pense que c'est le cas. N'oubliez pas non plus que d'un point de vue conjoncturel, on est à la veille, à quelques mois près, ça aura lieu l'année prochaine à l'automne, du 20e congrès du Parti communiste chinois, qui sera un moment très important. Alors décidément, les 20e congrès dans le monde communiste, on pense au 20e congrès du Parti communiste soviétique, il y a longtemps, voilà, ont toujours été de mauvais augure. Donc, je pense que le parti est extrêmement nerveux. Affaire à suivre, en effet. Merci beaucoup, professeur Linco. Je rappelle votre dernier ouvrage, Crise, une nouvelle puissance culturelle, Soft Power et Sharp Power, MKF édition, sorti en mai 2019. Merci infiniment. Et on va parler après d'un autre adversaire du pouvoir capitalisto-communiste en Chine, non plus les GAFA, mais l'Église catholique romaine. Les cathos sont-ils influents sur les réseaux ? Peut-on dire la messe sur Facebook ? On répond avec un abbé influenceur. Et oui, puisqu'on vient tous de perdre quelques dizaines de points sur notre crédit social chinois, on va essayer de se confesser dans un instant politique sous influence. On est ensemble jusqu'à midi, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio, à 2 jours de la fête de la Toussaint. Nous nous penchons sur la religion sur les réseaux sociaux avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Et oui, l'Église catholique, Jean-Marie, est présente partout, même en ligne. C'est bien ça, Juliette, on va en parler tout à l'heure avec un abbé TikToker. Et pour commencer, brossez-nous le paysage. Absolument, donc YouTube, mais aussi Facebook, Instagram et même TikTok. Plus aucun réseau social n'échappe à la parole divine. Tenez, par exemple, ce prêtre et YouTubeur, ça vous paraît antinomique ? Je sens que non.
Pour le frère Paul-Adrien Hardemar, ce sont deux missions complémentaires. Cet ecclésiastique a ouvert sa chaîne en 2019, un peu par hasard, pour parler de manga, de l'amour de Dieu et de points de catéchisme un peu précis. Et le succès de ses premières vidéos a fini par interpeller sa hiérarchie, qui a compris l'intérêt d'une telle démarche et qui a décidé d'en faire une des missions officielles du prêtre. Désormais suivi par près de 32 000 abonnés, il publie 2 vidéos par semaine et attire un public que l'Église a du mal à capter. Selon lui, les vidéos visent les 18-35 ans, plutôt masculins, qui ont perdu l'habitude justement de se rendre à la messe. Donc le gars c'est devenu un missionnaire sur YouTube. C'est exactement ça, et certains au sein de l'Église assurent ainsi que les réseaux sociaux sont devenus une nécessité alors que le nombre de fidèles continue de diminuer d'année en année. L'Église n'échappe cependant pas aux débats sociétaux qui font rage sur les réseaux sociaux et doit parfois se confronter à des codes qui ne sont pas toujours compatibles avec ses dogmes. Pour autant, quand le propos s'écarte du message de Rome, notre youtubeur en chasuble assure qu'il n'y a pas de censure. Le frère Paul-Adrien dit bénéficier d'une totale liberté, cela lui arrive cependant de douter. Alors là, c'est un autre paroissien sur les réseaux, c'est ça? Non, c'est toujours le frère Paul-Adrien, toujours. Suivant la vidéo, qui peut être plus ou moins complexe, je peux aller jusqu'à à la montrer à mon supérieur pour savoir s'il est d'accord ou pas, il est sûr. Le but reste de rassembler une recette qui fonctionne, puisque depuis qu'il officie en ligne, les fidèles auraient été convaincus de revenir sur le chemin de la foi. Si pour certains, prêcher la bonne foi sur les réseaux sociaux se fait dans l'harmonie avec l'Église, eh bien pour d'autres, les choses se compliquent un peu. Et là, justement, le père Mathieu, 36 ans, habillé en jean basket, avec un humour toujours au rendez-vous, c'est le curé de la paroisse de Joigny dans l'Yonne, mais il est aussi une star de TikTok. Depuis plus d'1 an sur son compte, le père Mathieu aborde tous les sujets, la vie, l'amour, la mort et Dieu. Et il cite les Écritures, mais il donne également sa vision et livre son interprétation. Il dispose de plus de 626 000 abonnés sur TikTok, mais sa liberté de ton a tendance à crisper parfois l'Église et certains fidèles. En cause notamment une vidéo postée fin août où le père Mathieu répond à une question d'un internaute concernant l'homosexualité. Le prêtre affirme alors qu'il n'est marqué strictement nulle part qu'être homosexuel et pratiquer l'homosexualité est un péché. On l'écoute. Une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Il y a en gros seulement 5 passages dans la Bible dont certains se servent pour dire que l'homosexualité est interdite par Dieu. 2 de ces citations nous viennent du Lévitique, un livre de la Torah, et ne parlent en fait exclusivement que de relations masculines au sein d'un même clan, et sans préciser concrètement de quel acte il est question. Et les 3 autres références nous viennent en fait de lettres de Saint Paul, où il s'adresse à des communautés où certains sont connus là-bas pour avoir des genres de comportements déviants. Oui, c'est très étonnant parce que souvenez-vous, on avait parlé de l'islamosphère, là on va parler de la cathosphère. Et finalement, c'est le même sujet qui a fait buzzer presque 1 million de fois. Exactement le même. Là, c'est même et d'ailleurs, cette vidéo, elle a été visionnée 1 200 000 fois. Elle a déchaîné un torrent de commentaires plus ou moins évangéliques. Certains s'enthousiasmant, se réjouissant de voir enfin un peu les croyants ouverts d'esprit. Mais il y en a qui disent merci pour cette vidéo courageuse, mais d'autres au contraire s'indignent. Mon Dieu, pardonne ces faux prêcheurs d'évangile, tu détournes la Bible, c'est très grave. On a le même phénomène, souvenez-vous. Exactement la même chose. Le diocèse de Saint-Auxerre a été assailli de messages après cette vidéo. La hiérarchie de la Sainte Église apostolique et romaine a prié l'archevêque, Monsieur Giraud, Monseigneur, excusez-moi, de bien vouloir sanctionner ce drôle de paroissien numérique. Chose qui n'a encore pas été faite à ce jour. La conférence des évêques s'est fendue d'un tweet. Nous désapprouvons certaines de ces vidéos qui dénaturent le message de l'Église. Leur succès d'audience ne signifie pas qu'elles sont justes. Amen. Amen. Le père Mathieu, lui, a enfoncé le clou avec un nouveau message. À tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour les juger ? Monsieur l'abbé, cher Mathieu Raffray, bonjour. Vous êtes prêtre, donc vous êtes membre de l'Institut du Bon Pasteur. Vous êtes docteur en philosophie, diplômé en mathématiques, forcément en théologie. Vous enseignez dans plusieurs universités pontificales, à Rome, à Toulouse, où vous êtes en charge de la formation des futurs prêtres. Vous avez écrit plusieurs ouvrages de philosophie et de théologie, mais vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, très actif. Et la première question que j'ai envie de vous poser, si Jésus était de retour, il aurait son compte sur Insta ou sur TikTok ?
Oui, bonjour. Non, je ne pense pas. Non. Jésus, je pense effectivement, c'est Dieu qui se fait homme, donc qui est en chair et en os, et c'est une personne individuelle qui a parlé à quelques hommes. Le christianisme, c'est une religion incarnée. C'est tout le problème des réseaux sociaux et de cet univers numérique et digital dans lequel on rentre. Les choses sont finalement de moins en moins incarnées. Pourtant, dans votre vous formez les futurs prêtres. Vous leur apprenez aussi à répandre la bonne parole sur les réseaux? Alors, pour tout vous dire, pas tellement. Disons, je pense que c'est un ministère un peu particulier. Et bon, c'est important de savoir communiquer, de se méfier un peu des pièges de la communication. Mais le message de la foi, il passe d'abord par des contacts individuels, personnels, par des relations humaines. Et donc, je suis un peu schizophrène dans le sens où j'essaie de dire aux jeunes en particulier de se méfier des réseaux sociaux, et pourtant par ailleurs je fais une partie de mon apostolat sur les réseaux sociaux, donc c'est pas le même public auquel ça s'adresse. J'entends bien, et bien sûr, je ne veux pas blasphémer, monsieur l'abbé. La religion, c'est quelque chose d'infiniment plus grave et plus important que le commerce. Mais enfin, si on utilise le vocabulaire du commerce, des parts de marché, on a l'impression quand même que les parts de marché de l'islam d'un côté, les parts de marché aussi de l'évangélisme, par exemple, qui vient d'Amérique du Nord, se répandent sur les réseaux sociaux. Il y a un phénomène très puissant de conversion en ligne, une espèce d'offensive de ces religions. Qu'est-ce que fait l'Église catholique et romaine pour faire pièce à cette avancée, notamment des évangélistes? Malheureusement, je crois que l'Église est un peu en retard à ce niveau-là, et que justement, il est temps d'adopter peut-être une attitude un peu différente, un peu plus offensive. On a l'impression que les initiatives sont plutôt personnelles pour l'instant. Voilà, mais franchement, c'est mieux, parce que l'Église, quand elle agit de façon institutionnelle, c'est souvent le contenu en est souvent un peu amoindri, quoi. Parce qu'il y a tout un aspect politique, etc., qui risque de gâcher un peu le message. Mais je pense qu'il y a aussi il faut encourager plutôt les jeunes chrétiens, jeunes catholiques, à ne pas perdre leur temps sur les réseaux sociaux, mais à bien l'utiliser pour faire du bien, pour dire du bien, pour être fier d'être catholique, etc. Donc pour vous, ça vous paraît complètement exclu ou extravagant de convertir sur Instagram, sur TikTok, etc., via des réseaux sociaux? Alors convertir, disons, c'est le Saint-Esprit qui convertit, c'est Dieu qui convertit. Donc nous ne sommes que des instruments, mais en fait il faut être un intermédiaire. Et moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'envoyer les gens voir des prêtres dans leur paroisse ou des prêtres en chair et en os, comme vous disiez tout à l'heure, pour toucher le mystère de la foi. Mais évidemment, les réseaux sociaux sont comme des hameçons, quoi, ou des filets qui permettent d'attraper des gens, de les intéresser, de susciter leur curiosité, pour qu'ensuite ils se tournent vers des personnes concrètes. Des filets avec des pêcheurs lancent pour attraper d'autres pêcheurs. Vous répondez à beaucoup de questions. Vous répondez à beaucoup de questions en ligne. Il y a beaucoup de gens qui vous écrivent pour vous poser des questions sur la foi, sur Dieu, etc. Au quotidien. Oui, au quotidien, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé c'était un peu par hasard, il y a moins d'un an. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une foule de jeunes qui se posaient des questions. Un besoin. Et un besoin, mais incroyable. C'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là, et c'est pour ça que je m'y suis mis. Et maintenant, c'est une part importante de mon travail chaque jour, parce que des jeunes qui disent soit qu'ils ont été baptisés dans leur enfance, mais qu'ils n'ont jamais fait de catéchisme, qu'ils ne savent pas ce que c'est que la foi, et qu'ils aimeraient savoir en tout cas ce qu'ils sont. Soit des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas été baptisés et qui veulent être baptisés. Et je reçois plusieurs, c'est peut-être en moyenne, je sais pas, 2, 3, 4 messages par jour de gens que je connais pas du tout, de jeunes qui sont en recherche. Donc il y a vraiment un mouvement de fond, il me semble, en tout cas de recherche. Mais là, en vous entendant, monsieur l'abbé, on a l'impression que vous êtes un peu dans la posture du commentateur, de l'analyste de ce que fait l'Église catholique, de ce que vous-même vous faites sur les réseaux. Mais quand on va sur vos réseaux, quand on vous entend, il y a vraiment une ferveur, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Vous voulez un peu dépoussiérer l'image de l'Église en réalité. Hein. On vous a reproché même de scratcher avec un calice. Vous-même, vous n'avez pas l'impression d'être un peu iconoclaste, d'aller un peu trop loin? Ah non, alors là, je pense que vous confondez. Vous confondez avec quelqu'un qui n'est pas du tout moi. Vous confondez avec le Père Mathieu. Oui, on a le même prénom, effectivement. Exactement. Autant pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de... Alors, pardon, je reprends la question. L'abbé Mathieu Raffray sur Instagram. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de son offensive en ligne? Ça va trop loin pour vous?
Ah oui, clairement. Moi, je pense que ça, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est-à-dire que sous prétexte d'être présent sur les réseaux, d'être jeune et de toucher la jeunesse, eh bien, en fait, on détruit le propre message. On se détourne du message de l'Église. Voilà, et en prétendant désacraliser, rendre les choses banales, etc., ben, en fait, on rend la religion inutile et inintéressante. Et donc, malheureusement, c'est un peu le risque de tout prêtre, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs d'ailleurs, c'est de détourner le message au profit de soi-même. C'est-à-dire de faire tourner les regards vers soi au lieu de faire tourner les regards vers la foi, vers l'Église et vers Jésus. Très bien, merci infiniment, monsieur l'abbé. On va parler d'un problème maintenant qui émerge aussi sur les réseaux sociaux, c'est l'antispécisme. Enfin, c'est une sorte de mode. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il paraît que l'Église organisait des procès pour juger les animaux. Alors, on n'en est plus là du tout. La justice est devenue plus raisonnable. Elle ne juge pas les animaux. Mais la justice, comme une aspiration, d'ailleurs peut-être aussi assez chrétienne du cœur humain, peut hélas devenir délirante. Vous savez ce que disait Pascal, qui fait l'ange, fait la bête. Or, cette fois, certains veulent se comporter comme des anges avec les bêtes. Nous allons en parler avec un spécialiste de l'antispécisme, un bel esprit, journaliste au Figaro, essayiste, Paul Sugy. Est-ce qu'il faut apprendre aux lions à ne pas manger les gazelles ? Pourquoi pas, mais c'est peut-être bon une gazelle. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio, avec toute l'Arche de Noé sur les réseaux sociaux. Juliette Briens, Guillaume Bigot, on est ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio, Guillaume Bigot et Juliette Briens, toujours avec nous. Cette fois-ci, on se met à parler des véganes, l'avenir du véganisme. Juliette, en quelques mots ? Tout à fait. Abattoirs, élevage, boucheries, cirques ou zones de chasse sont devenus autant de terrains de tension et d'accrochage qui se multiplient entre pro et antispécistes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un antispéciste ? Les antispécistes contestent toute hiérarchie entre les espèces et donc la supériorité de l'être humain. Absolument. Je suis l'égal d'une vache, d'une poule, par exemple. C'est un être vivant. C'est exactement ça. Et cette vision du monde, comme la nomme l'association PETA, qui est une des associations majeures de ce combat en France, gagne du terrain, en France et à l'étranger, excusez-moi, gagne du terrain au-delà de la sphère des défenseurs de la cause animale et des promoteurs du véganisme. Soyons honnêtes, leurs représentants, jusque-là, n'ont pas donné une très bonne image du combat. On a d'abord les méthodes à la dure qui font souvent le buzz sur les réseaux sociaux. Par exemple, en septembre 2018, dans l'Ain, un abattoir est partiellement ravagé par un incendie, revendiqué plus tard par des militants anonymes. Une enquête est toujours en cours d'ailleurs. Et idem en Seine-et-Marne, en janvier, où un incendie se déclare dans un abattoir de Jossigny. Dans ce dossier, 6 personnes seront mises en examen. L'association PETA, qui se démarque souvent, comme lors de, par exemple, la Fashion Week de Paris en septembre dernier, lors de laquelle ils avaient mené une action choc devant l'Opéra Garnier à Paris pour dénoncer l'utilisation des plumes, duvets et autres matières animales des défilés. Et la fourrure aussi, par exemple, comme il y en avait, c'est un combat historique de PETA. Oui, voilà. Et là, alors, on avait des militantes à moitié nues qui s'étaient rendues devant l'opéra, affublées d'un masque de poulet, couvertes de plumes ensanglantées collées sur le corps. Et sur les pancartes qu'elles brandissaient, on pouvait lire « Plumes arrachées ». Peau à vif, laissons les plumes aux oiseaux et Paris Fashion Week go vegan. Pas mal. Voilà. Ça, c'est de l'agit-prop. On peut faire une petite distinction d'ailleurs, vous serez d'accord, Juliette, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement des actions choc qui permettent de se montrer, on se déguise par exemple devant les caméras, et de l'autre, vous avez des actes de sabotage. Évidemment, PETA n'a jamais revendiqué quoi que ce soit qui concerne des actes de sabotage d'abattoirs. Non, bien sûr, il faut bien le dire. Et après, on a aussi les figures emblématiques un peu déjantées, comme par exemple la fameuse militante Solveig Gallouin qui s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux par ce fameux plaidoyer prononcé à l'hôtel de ville à Paris en 2017. Écoutons-la. On est peur, mais que l'on est froid, nos cris de douleur ne compteront-ils pas ? Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, non ! La condition de Jacques Brel par moment quand même. Voilà, donc c'est intéressant. Et dans un style un peu plus soft, on pourrait aussi citer l'ancien journaliste de l'émission Quotidien, Hugo Clément, qui lui s'est démarqué cette semaine grâce à un chaton tout mignon. En effet, un petit matou a été enfermé dans un immeuble. L'alerte a été lancée par Hugo Clément sur les réseaux sociaux. Il faut aider Martine à sauver son chat Marius. Son animal adoré est coincé dans son appartement à Dieppe depuis le 12 octobre. Suite à l'effondrement de l'immeuble voisin, l'appartement de Martine est interdit d'accès car la structure est trop fragilisée selon les experts. Elle m'a contacté pour lancer un appel à l'aide désespérée. Si personne n'aide Marius, il va mourir de faim et de soif.
L'immeuble étant en passe de s'effondrer, Hugo Clément a tenu à lancer un appel aux pompiers afin qu'ils risquent une fois de plus leur précieuse vie pour la bonne cause. Il faut sauver Marius. Et la force des réseaux sociaux a fait son travail. Les pompiers de Dieppe, qui avaient d'abord refusé l'intervention jugée trop dangereuse en raison justement d'un pan du bâtiment effondré qui menaçait de tomber, ont finalement cédé et sont entrés dans le bâtiment pour sauver Marius le chat, bravant ainsi les dangers et mettant en péril leur propre vie. Bravo Hugo. Écoutez, c'est mignon, hein, on a le droit de se dévouer quand même. Hein. On peut se dévouer, ça oui. fait de mal à personne en plus, et puis ça sauve un petit chat. En tout cas, Hugo Clément était très content. Le journaliste s'est immédiatement félicité de cette réussite sur ses comptes Instagram et Twitter. Le chat Marius est sauvé. Les pompiers sont finalement entrés dans le bâtiment pour le récupérer. Il était enfermé depuis le 12 octobre. Merci aux pompiers et merci à vous pour votre mobilisation sur les réseaux sociaux qui ont entraîné ce sauvetage. Martine est très heureuse. Oui, et la mère Michel qui avait perdu son chat également. La mère Martine. Politique sous influence jusqu'à midi avec Juliette Briens. On parle de mots d'ailleurs qu'on va décoder avec notre invité tout de suite. Vous avez antispécisme qui n'est pas tout à fait la même chose que vegan, qui n'est pas tout à fait la même chose que végétalien, ni même que végétarien. On choisit les définitions des termes avec notre invité qu'on accueille tout de suite, Juliette. Oui, Paul Sugy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes donc journaliste au Figaro et auteur de ce livre L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes chez Taillandais, publié en 2021. C'est ça, en mai dernier. Alors, Paul Sugy, dites-nous qu'est-ce que l'antispécisme ? J'ai donné une courte définition. Est-ce que c'est l'extension du domaine de la lutte antiraciste à nos camarades les animaux, finalement ? Vous avez répondu à la question. C'est effectivement exactement ça. Hein. L'antispécisme, c'est l'opposition au spécisme. Le spécisme, c'est comme le racisme ou comme le sexisme, mais appliqué aux espèces. Donc c'est une discrimination injuste qui différencie les droits et les devoirs en fonction de l'espèce concernée. Donc en fait, sous-entendu, le spécisme, c'est le fait de préférer l'espèce humaine à toutes les autres formes d'espèces animales. Et donc les antispécistes, eux, qui sont les défenseurs de l'égalité entre les espèces, si ce n'est l'égalité des droits, au moins l'égalité des intérêts, défendent l'idée selon laquelle nous devrions respecter les intérêts de chaque espèce à égalité, en particulier l'intérêt à ne pas souffrir, c'est-à-dire la fin, au fond, de toute exploitation, toute souffrance animale. Et d'où vient ce mouvement, l'antispécisme ? Est-ce que c'est récent ? Est-ce que c'est un peu le prochain wokisme ? Alors, est-ce que c'est récent ? Oui et non. L'humanité a toujours mangé de la viande et d'aussi loin que la mémoire des civilisations humaines s'en souvienne, il y a toujours eu des êtres humains qui ont refusé de manger de la viande. Alors, ce n'étaient pas des antispécistes pour autant, c'était des végétariens motivés par tout un tas de raisons différentes, dont certaines étaient déjà philosophiques ou morales. Hein. Où est-ce qu'on pouvait voir ce genre de culture, oui. Alors, d'où viennent les végétariens ? D'un peu partout. Vous avez, par exemple, dans l'Antiquité déjà, un certain nombre, par exemple, de penseurs grecs qui refusent de consommer de la viande parce qu'ils considèrent que l'âme peut transmigrer d'un corps animal à un corps humain. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Il y a une sorte de spiritualité. Voilà, et donc c'est plus une doctrine qui est philosophique, voire religieuse. Vous avez dans l'Antiquité latine, pour des raisons notamment politiques, un certain nombre de personnes qui refusent les sacrifices d'animaux aux dieux, donc une hostilité à la religion d'État, c'est-à-dire en fait une forme d'anticonformisme politico-religieux. Et puis après, par exemple au Moyen-Âge, vous avez au sein de l'Église catholique une contestation aussi de la doctrine, je dirais, orthodoxe sur la création. Par exemple, les hérétiques cathares qui ont critiqué le fait que l'homme mange de l'animal parce que pour eux, si vous voulez, l'homme corrompt la nature, tandis que l'animal qui est issu d'une nature qui précéderait l'homme serait au contraire un principe d'innocence et de bien. Bon, vous avez tout un tas de raisons. Je ne peux pas vous détailler toute l'histoire du mouvement végétarien, parce qu'il faudrait une encyclopédie à part entière pour le faire. Mais merci, vous nous apprenez beaucoup de choses. Mais c'était juste sur l'antispécisme, je termine précisément pour vous dire à partir de quand est-ce qu'on peut dater un peu son apparition. C'est la conséquence d'une philosophie éthique particulière qu'on appelle l'utilitarisme, qui naît au tournant du 19e siècle et qui est reprise par Peter Singer il y a maintenant une 50aine d'années, donc le courant antispéciste à proprement parler, donc vraiment la radicalisation du végétarisme, c'est-à-dire vraiment le fait de considérer les animaux comme nos égaux en droit, comme étant des personnes comme les autres, et bien ça date d'une 50aine d'années, et en France c'est même plus récent que ça, parce qu'on a mis un peu plus de temps que d'autres pays à rentrer dans ce mouvement. C'est ça, on est arrivé un tout petit peu plus tard. Alors il y a différents termes, végétarien, où est la différence entre végétarien et vegan ? Et où est la différence entre vegan et antispéciste ?
Alors, moi, je fais une distinction très simple. Il y a le discours et il y a les pratiques. Le discours, c'est l'antispécisme, ou c'est d'autres formes d'idéologie plus modérées à l'égard des animaux, mais en tous les cas, c'est ce qui vient commander la façon dont on considère les animaux, dont on détermine leurs droits, conception du les monde. devoirs des humains. Voilà. Mais c'est un discours intellectuel, donc moral, philosophique, politique aussi. Et les pratiques, ce sont les choix individuels, notamment le fait de décider à titre personnel de ne pas manger de la viande, ou même, donc ça c'est le végétarisme, ou même de ne consommer aucun produit d'origine animale, donc non seulement la viande, les poissons, les œufs, mais aussi de ne pas consommer des vêtements faits avec du cuir, de ne pas utiliser même la laine des moutons, le miel, etc. Ça c'est le véganisme. C'est tout un engagement. Un végétarisme encore plus radical. Mais vous voyez, il y a bien une distinction entre ce que je choisis de faire à titre individuel, les pratiques, et puis le discours, donc par exemple l'antispécisme, où là, c'est pas simplement au nom de mes convictions personnelles, je pense qu'il faut être végane, c'est je veux que toute la société soit végane parce que je considère que c'est un crime comparable à des génocides, par exemple, d'exploiter les animaux. Mais justement, cet antispécisme, ce refus par toute une population, enfin par des êtres humains, de tuer des animaux parce qu'ils peuvent désormais s'en passer. On a tellement évolué, la société a tellement évolué qu'on pourrait, en fait, il faut le dire, se passer de tuer des animaux. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un progrès, un signe d'émancipation, ou alors est-ce que c'est une régression, une décadence ? Alors, je vais vous répondre en 3 temps. La première chose, c'est qu'on confond souvent les différents combats animalistes entre eux. Je vous ai entendu parler, par exemple, de Hugo Clément et du battage médiatique qu'il a fait autour d'un chat. Bon. Il est évident qu'il n'y a pas que les antispécistes qui défendent le fait de sauver les chatons. Vous voyez, je pense que si vous faites un sondage, vous voyez un chat qui souffre, tout le monde a envie de le sauver. Quoi. Je ne pense pas que quelqu'un ose vous répondre que non, il faut le laisser coincé. C'était coincé au 2e étage d'un immeuble, c'est ça, la dame qui avait... Voilà. Bon, donc, de toute façon, nos sociétés modernes ont fait beaucoup pour interdire progressivement la cruauté à l'égard des animaux. Ça commence dès le milieu du 19e siècle, avec l'apparition des premières sociétés protectrices des animaux, et c'est un courant qui va s'intensifier en permanence jusqu'à aujourd'hui, avec de plus en plus de droits qui sont reconnus pour les animaux, pour les protéger. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un élan de compassion à l'égard des animaux qui traverse toutes nos sociétés. Et qui va au-delà des végétariens, des antispécistes ou des véganes. Bien sûr. Et la deuxième question, c'est de savoir si, compte tenu du fait qu'effectivement, on a tendance à réprouver de plus en plus la cruauté gratuite à l'égard des animaux, est-ce qu'on accepte quand même de les consommer ou de les mettre à mort pour sauver les intérêts des humains, ou en tous les cas pour des choses qui nous intéressent? Alors vous avez 2 formes d'intérêt. Vous avez le fait de mettre à mort des animaux pour notre plaisir. Alors j'inclus dans le plaisir des loisirs comme la chasse, comme le cirque, etc. Qui d'ailleurs ne concernent pas tous forcément une mise à mort de l'animal, mais en tout cas au moins son exploitation ou son enfermement, etc. Et puis vous avez aussi bien sûr la gastronomie et le fait de consommer des animaux pour notre alimentation. Bon, à cette question-là, la réponse la plus radicale, c'est l'antispécisme. Au milieu de ça, vous avez des gens plutôt de bon sens qui essayent de dire attendez, il n'est pas immoral de manger de la viande ou de chasser, mais il faut le faire selon certaines conditions, selon certaines normes. Ces normes qui sont notamment maintenant de plus en plus européanisées sont plutôt une bonne chose parce que ça permet de s'assurer qu'on garde vraiment un souci pour la nature, pour le vivant au sens large. Mais vouloir radicaliser la position morale en disant non, mais il est de toute façon illégitime de consommer des animaux, pour moi, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment commettre un faux pas philosophique. Et là ça va. Considérer que les animaux ont les mêmes intérêts que nous. Oui, tout à fait. Et là, il y a une confusion absolue. Là, ça va au-delà de ça. C'est encore plus. C'est encore risquer sa vie pour aller sauver un animal. Mais par exemple, quand Notre-Dame a brûlé, le colonel des pompiers s'est demandé s'il fallait rentrer dans Notre-Dame pour sauver les reliques. Est-ce que vous auriez donné l'ordre, vous? Alors, il y a un côté sacré. Oui. J'espère que oui, nul ne peut savoir ce qu'il ferait dans une circonstance aussi particulière, mais j'espère que j'aurais été effectivement de ces hommes-là qui considèrent que un patrimoine religieux et historique aussi important que vaut la peine qu'on risque sa vie. De Paris, vaut la peine qu'on risque sa vie. De la même façon que ça me paraît pas du tout choquant que quelqu'un mette sa vie en danger pour aller sauver un chat qui est coincé en hauteur, etc. Par contre, je vais retourner un tout petit peu à la question précédente que vous m'avez posée, savoir s'il y a des cas dans lesquels on ne peut pas se passer de tuer des animaux. Un exemple très concret qu'on m'a
expliqué la semaine dernière. C'est un professeur de sport de La Réunion qui est venu me voir pour me parler de la question des requins. On parle de requins bulldog, c'est une espèce qui prolifère, donc qui n'est pas du tout menacée d'extinction, donc la biodiversité ici est hors de cause, c'est pas le sujet, mais c'est une espèce qu'on s'interdit maintenant de tuer aux abords de La Réunion, et ce qui fait que du coup la baignade est quasiment interdite sur toutes les plages de l'île, sauf celles qui sont protégées par les lagons, parce que là il n'y a pas de requins, parce qu'ils ne peuvent pas venir aussi près des côtes, mais sinon toutes les autres plages qui sont généralement le paradis des surfeurs, parce qu'il y a des conditions idylliques, des grandes vagues, des courants, etc., qui sont parfaits, on les interdit à la baignade parce que l'on s'interdit de tuer les requins bulldogs qui menacent. En fait, il faut bien défendre sa vie de temps en temps. Parfois, oui. Mais même problème avec le loup, par exemple, qu'on peut avoir dans certaines campagnes. Faut-il sacrifier le requin bulldog ? Merci beaucoup, Paul Sugy. Faut-il sacrifier le requin bulldog sur l'autel des surfeurs ? Tiens, c'est une question qu'on aurait pu se poser. C'est une vraie question philosophique. D'ailleurs, merci beaucoup, Paul Sugy, comme vous le disiez. Et merci beaucoup. Journaliste au Figaro et auteur de ce livre, L'extinction de l'homme, c'est publié chez Talendier. Merci à vous, Juliette Briens. Merci à vous. On vous retrouve samedi prochain en compagnie de Guillaume Bigot, bien sûr, pour Politique sous influence, de 11h à midi. Passez un agréable week-end. Sud Radio Politique sous influence, Guillaume Bigot, Juliette Briens.